presque 2 ans, j'ai fait cette vidéo dans laquelle je vous expliquais en détail comment dessiner une voiture. Elle a plutôt bien marché et elle vous a pas mal plu, mais depuis j'ai beaucoup appris et j'ai bien évolué. Salut à tous, c'est Blad et donc du coup aujourd'hui c'est le remake de comment dessiner une voiture, comment bien dessiner une voiture, comment apprendre à dessiner sa voiture, vous appelez ça comme vous voulez, c'est parti. Tout d'abord, avant de vous présenter rapidement dans les grandes lignes le matériel que j'utilise, quelques petites précisions. Déjà, n'hésitez pas à mettre pause à tout moment, ça vous permettra de mieux suivre et de bien pouvoir vous appliquer dans vos tâches sans vous presser. Ensuite, point très important, ne brûlez pas d'étapes, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, je fais tout pas à pas pour montrer plus rapidement, mais ça permet d'avoir correctement les bases. Si on brûle des étapes comme ce que j'avais fait à l'époque, on peut se retrouver avec de très mauvaises habitudes et avoir quelques petits soucis de parallèle par exemple, de perspective, etc. Pour débuter, un simple crayon HB accompagné d'une gomme peuvent suffire. Attention tout de même, je vous conseille d'avoir une gomme qui gomme bien ou alors n'hésitez pas à prendre un crayon qui est un peu moins gras, comme par exemple un 2H, et vous pouvez même l'associer avec une gomme qui gomme bien, comme ça vous êtes sûr à 99% que vous n'aurez pas de traces quand vous gommerez. Également, il faut avoir quelque chose qui peut repasser, qui peut faire du noir. Un bic peut faire l'affaire, mais attention, les bics ça bave. Je vous conseille donc un stylo à encre noire, tout à fait basique, ou même, vous pouvez directement, soyons fous, aller acheter des packs de stylos comme ce que j'ai fait, de plusieurs épaisseurs différentes, ce qui pourra vous permettre de varier les épaisseurs de traits en fonction des utilisations sur vos dessins. J'utilise également un crayon graphite qui me permet de faire les ombres et les noirs, mais vous pouvez totalement vous en passer puisque c'est exactement la même mine qu'un crayon à papier de base. Il est juste adapté pour ça, là où colorier avec un crayon de papier, c'est pas toujours facile et pas toujours jojo. Enfin, une boîte de crayons de couleur suffit largement. Ayez juste un bon nombre de couleurs pour pouvoir faire vos diverses nuances, bien que vous pourrez vous aider en appuyant plus ou moins sur le crayon si jamais vous manquez de diversité. J'arrive plutôt bien à me débrouiller et pourtant vous voyez que, bien que j'ai plusieurs nuances, c'est une boîte d'aquarelle qui n'est absolument pas faite pour ça. Allez, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Comment bien dessiner une voiture. Je prends donc mon crayon de H et déjà je vais faire ce que j'appelle une boîte à chaussures. Je ne l'ai pas fait pendant longtemps mais c'est une étape très importante qu'il ne faut pas brûler. Elle vous permettra d'avoir des parallèles parfaites et une perspective franchement bonne. Si vous êtes allé un peu en maths, il s'agit simplement d'un parallélépipède rectangle. Vous pouvez faire varier sa longueur et sa hauteur en fonction de la voiture que vous allez dessiner, et personnellement je l'ai fait à peu près toujours pareil. Ici je vais prendre une berline que je vais inventer petit à petit avec vous, mais vous pouvez très bien construire un 4x4, un break, un coupé, etc. et faire donc varier la hauteur de cette boîte à chaussures. Veillez bien à ce qu'elle se rétrécisse légèrement en allant vers l'arrière, puisqu'il s'agit de perspective, et donc plus vous regardez un objet près, plus il est gros, plus vous le regardez loin, plus il est petit. Prenons l'exemple de ce crayon, que vous verrez beaucoup plus gros ici, mais beaucoup plus petit là-bas. Ici, c'est pas très convaincant puisqu'il n'est pas si loin que ça, mais vous verrez dans la vie réelle, par exemple, remettez-vous dans un couloir, il y a un tableau très célèbre comme ça d'une chambre, j'ai oublié le nom, vous vous mettez dans un couloir et vous regardez, vous verrez les lignes du parquet qui partent comme ça. C'est ça la perspective, en fait, ça fuit et ça se rétrécit, plus ça va loin. Une fois que j'ai fait une boîte à chaussures à peu près convenable, je décide ensuite d'aller placer les roues. Vous essayez de les placer à une hauteur à peu près convenable et de les dimensionner à peu près proprement. Comme vous pourrez le remarquer, cette roue est un peu plus ronde et celle-ci est carrément ovale. C'est parce que justement c'est toujours une question de perspective et d'angle. Plus vous êtes loin et plus vous regardez une roue de côté, moins elle aura l'air ronde. Une fois que vous avez dessiné vos roues, c'est parti, vous pouvez vous mettre à faire des formes de carrosserie. N'oubliez pas qu'il faut toujours suivre les lignes de votre boîte à chaussures, elle n'est pas là pour rien. Les voitures modernes ont tendance à avoir des pare-chocs très droits et c'est pourquoi ces traits-là ici vont nous être bien utiles. Ils vont nous permettre de construire convenablement notre voiture tout en ayant des perspectives à peu près correctes. Vous pouvez donc continuer et faire vos passages de roues et moi je décide par exemple de les faire ressortir un peu ici en créant une ligne un peu courbée afin d'avoir une impression de largeur. Par la suite, vous faites remonter votre pare-choc et vous galbez un peu ou non votre capot. C'est au choix, c'est vous qui décidez si votre voiture aura un typage un peu sportif ou non. Là encore, c'est une histoire de choix. À vous de choisir où vous allez positionner votre pare-brise. Plus près vous le mettez, moins il y aura de place pour le moteur et plus ça pourra paraître bizarre. Mais il y a certaines voitures sur lesquelles ça marche bien. Imaginons, la plupart des françaises traction ont des capots plutôt courts, mais les allemandes propulsion avec d'énormes moteurs ont des capots plus longs afin de pouvoir les loger. Je pense par exemple à une BMW qui aura un capot plus long afin de loger le 600 lignes. A l'inverse, une Peugeot par exemple aura un capot un peu plus court malgré leur dernière tendance de design car il n'a pas besoin d'autant de place pour mettre le moteur.
Remarquez en revanche que la plupart des constructeurs ont tendance, pour des effets de design et rendre la voiture plus sportive, à allonger les capots. C'est ainsi que vous remarquerez, en ouvrant le capot de votre voiture, qu'il y a énormément de place à l'intérieur, même s'il n'existe pas de moteur plus gros sur la gamme. C'est juste pour le style. Reprenons donc, et si on prend donc notre ligne de pare-brise, vous pourrez choisir de la courber plus ou moins en fonction du typage de véhicule. Encore une fois, un 4x4 aura un pare-brise plus droit, un SUV également, tandis qu'une voiture de type berline ou coupé aura un pare-brise plus incliné. Ici, je choisis à peu près cet endroit-là qui me semble être une longueur raisonnable de capot tout en ayant gardé un habitacle assez spacieux. Étant parti sur une forme coupée, berline, etc., je recule donc et j'incline mon montant de pare-brise. Vous pouvez déjà tracer votre ligne de pavillon. Plus fuyante ou non, vous pourrez choisir en fonction et vous pourrez retravailler ça petit à petit. Moi je choisis de faire ma fuite de pavillon beaucoup plus prononcée afin de renforcer le côté sportif de mon véhicule. Ensuite, toujours sans oublier les lignes de notre boîte à chaussures, on trace la ligne de notre pare-brise. Elle va nous permettre de regarder un peu où ça se situe et d'allonger plus ou moins notre capot. On peut toujours déplacer notre boîte à chaussures tout en veillant à garder des lignes parallèles afin d'allonger notre capot si on se rend compte qu'on n'a ni assez de place ici ni assez de place là. Veillez donc bien à ce que ces lignes soient parallèles. La perspective affecte effectivement la parallèle ici mais absolument pas là. Les lignes sont toujours parallèles sinon votre voiture sera une vraie banane. Ça m'est arrivé et vous ne les verrez pas en vidéo parce que je les ai jamais montrés. Je ferai peut-être d'ailleurs cette vidéo un jour si vous me le demandez, je vous montrerai mes premiers dessins. Comme ça vous verrez que je me suis pas mis à dessiner bien tout de suite, que c'est une évolution parce que ça fait effectivement près de 9 ou 10 ans que je dessine. Je reproduis donc mon montant de pare-brise de l'autre côté afin d'avoir un parallélisme à peu près correct. Et là je me rends compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Ensuite, je décide de faire mon toit et n'oubliez pas que le toit est moins visible là-bas pour la simple et bonne raison que votre voiture est vue d'une vue un peu plus de 3/4, pas de 3/4, un peu en hauteur, ce qui fait que vous voyez moins bien le toit. Il faut que vous vous imaginiez, vous pouvez même prendre une voiture miniature, un objet quelconque, le prendre par exemple cette boîte de crayons et regarder, hop, alors moi je le prends de ma perspective, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, je vais essayer de le mettre par rapport à la caméra. Voilà, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez moins ça, etc. Ça pourra peut-être vous donner une idée et vous aider pour les proportions de votre voiture. Ainsi fait, je commence à dynamiser le côté de ma voiture. Je rajoute les lignes et tensions de la carrosserie. On peut d'ores et déjà ajouter certains effets de style afin de dynamiser notre voiture. Mais c'est purement psychologique parce qu'en fait, on pourra peut-être tout simplement les gommer en réajustant des petits détails juste après. Bon, là je reviens de manger, donc 100% il y a un faux raccord, mais bon, c'est pas très grave, hein. C'est le talent comme on dit, mais du coup je sais plus où j'en étais. Du coup, il va falloir que je re-regarde les rushs, génial. Du coup, une fois que vous avez fait votre toit en respectant bien les perspectives, etc., vous pouvez vous attaquer aux autres formes de votre véhicule. Votre véhicule sera bien entendu pas carré comme la boîte à chaussures, et même si on a déjà commencé à lui donner un peu de forme au niveau du toit et des côtés, et également en rajoutant des lignes, il va falloir un peu le modeler. Par exemple, donc moi je décide de redescendre ma ligne de toit et également d'ajouter un petit décrochage juste ici afin de la faire se réduire proprement et d'avoir une sorte de custode un peu jolie. Du coup, elle se finit juste ici et ça me paraît pas trop mal. Ça fait un peu Lexus LFA dans le style pour ceux qui connaissent. Évidemment, tout le monde connaît la Lexus LFA, c'est évident. Pour ceux qui connaissent pas, petit clip qui vous montre l'ampleur de la chose. C'est tout bonnement la voiture avec le plus beau son du monde, voilà, je ne veux rien savoir, les GT3 ça sonne bien, la Carrera GT ça sonne bien, etc. Un Stututu, un Ding, une Wine de superchargeur, c'est tout ce que vous voulez, ça sonne super bien, mais jamais aussi bien que la LFA. Bref, hors sujet total par rapport à la vidéo, on continue. On est tous d'accord que pour dire que ce qui fait l'âme d'une voiture, c'est sa face avant. Vous verrez des tonnes de voitures avec des tonnes d'images de comparaison, etc. qui montrent des voitures qui sourient, qui ont l'air plus agressives, etc. La face avant d'une voiture, c'est vraiment ce qui fait son visage. C'est quelque chose que l'on doit bien travailler et qui doit être en rapport avec le reste, pas comme la Golf 8. Bref, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que vraiment tout soit en concordance. Donc si par exemple vous avez fait une voiture plus ronde, votre face avant doit être un peu plus ronde. Si à l'inverse elle est assez agressive, votre voiture, la face avant doit aller de pair avec la voiture. De mon côté, je vais rallonger un peu
très légèrement la face avant afin d'avoir un capot plus long qui donnera à la voiture un effet un peu plus sportif. Également, je le rends un peu plus plongeant afin d'avoir moins de hauteur à combler. Ainsi, on a l'impression d'avoir une voiture plus longue et plus affûtée à l'avant. Je fais donc continuer mon pare-choc de cette manière afin de faire une meilleure jonction avec l'aile. Je commence à gommer les restes de mon ancienne face avant. Vous remarquerez que j'ai très peu utilisé la gomme. C'est le but au début. Quand on sketch, il vaut mieux ne pas trop utiliser la gomme afin d'avoir des traits purs et de vraiment savoir le mouvement qu'on a voulu donner à la voiture. Par la suite, on va donc dessiner une face avant qui va s'accorder avec le style général un peu sportif de la voiture. Celle-ci ayant un capot un peu plongeant, un peu plus bas, on va donc devoir raccourcir un peu. Il n'y aura peut-être pas forcément d'entrée d'air en bas en fonction de la taille de notre calandre. On peut d'ores et déjà se permettre d'ajouter un peu de forme au capot afin de rendre la voiture un peu plus vivante et de la rendre surtout plus musclée. Je fais plusieurs essais afin de voir ce qui me convient le mieux. Je répercute aussi les formes du capot sur le haut de celui-ci afin d'être un peu plus réaliste. Il faut bien faire attention à la perspective. En effet, on voit beaucoup de choses de ce côté-là, mais on en verra beaucoup moins de ce côté-ci. Ainsi, on peut reproduire la forme du capot puisqu'elle est la même des deux côtés, mais il va falloir faire attention à cette petite pliure que l'on verra bien plus décalée de ce côté-là. D'ailleurs, je l'ai pas super bien réussi là, du coup je l'ai gommée et je la déplace un peu afin de la rendre encore un peu plus réaliste. J'enlève les angles du pare-choc et je le rends un peu plus lisse. Ne voulant pas trop reproduire l'identité de d'autres marques, je décide de faire une calandre inversée à cette voiture. Ça ressemble un peu à ce que pourrait faire Toyota ou même Aston Martin, mais dans ce sens-là, ça rend pas trop mal et je trouve que ça va bien avec le reste de ma voiture. Je commence aussi à gommer les lignes de ma boîte et je rajoute des traits de plis de carrosserie afin de signifier ce qui se passe au niveau de la voiture. J'ajoute des détails de réalisme comme par exemple un peu de remodelage de la calandre de ce côté afin de la rendre un peu identique à l'autre. Et également, je vais faire un petit truc au niveau du pare-choc. Ici, puisque cette calandre va être légèrement renfoncée, donc creusée, eh bien, je viens un peu creuser le pare-choc afin de montrer comment la calandre est creusée des deux côtés. Puisque nous avons creusé ce côté, nous devons également creuser celui-ci. C'est vous qui choisissez, mais moi j'ajoute un petit splitter avant, une petite proéminence au niveau du pare-choc qui va venir relier l'autre côté puisque cette calandre est légèrement renfoncé. Ce genre de détail, c'est purement personnel. C'est vous qui choisissez le design général de votre voiture, sa forme, son style, etc. Voilà, une fois que vous avez fait votre boîte et que votre voiture est correcte en termes de proportion, eh bien, c'est tout bon, ça roule, entre guillemets. Mais attention, il ne faut pas oublier de faire perpétuer cette tradition de proportion parfaite tout au long de votre dessin. Quelque chose fait d'un côté doit être fait automatiquement de l'autre, tout en prenant en compte la perspective. Je me rends compte que j'ai une voiture avec un pare-brise un peu rond, et c'est super cool parce que c'est un style très voiture de course, hein, tout simplement, des voitures avec des bulles un peu comme ça, donc je l'améliore et j'efface un peu mes anciens traits afin de le rendre plus réaliste. Ayant une voiture avec un pavillon fuyant, je continue à améliorer mon toit afin de le rendre fuyant comme de l'autre côté. J'affine mes traits afin de rendre la voiture plus réaliste. J'ai trouvé la forme de custode qui me plaisait, je vais donc poser les lignes de vitre et donc ensuite, par la même occasion, les lignes de portière. Je modifie un peu celle-ci parce que elle va être sinon gênée par le galbe, tout simplement, de cette aile. J'étais pas trop sûr de cette partie en bas, j'ai donné cet élément de design un peu trop tôt, voilà, c'est un exemple des choses qu'il ne faut pas faire et du coup, je vais pouvoir ensuite en redessiner un peu plus en accord avec le reste de la voiture. Ayant fait quelque chose avec une sorte de splitter à l'avant, je continue la tendance sur le côté jusqu'au bout. Là j'ai fait par exemple une petite erreur, je l'ai pas assez fait continuer, voilà, donc je le fais continuer jusqu'au bout et il vient rejoindre ensuite l'aile. Cette entrée d'air, je la fais un peu correspondre avec le style de celle-ci. Celle-ci remonte très légèrement sur la fin, je fais donc pareil juste ici. Là, et c'est le plus dur, il va falloir faire le regard de la voiture. Après lui avoir fait une bonne bouche bien méchante, il va falloir décider quels yeux elle aura. Ainsi, ça va être assez compliqué et ça va passer par plusieurs étapes laborieuses d'essai. Je commence donc par essayer de dessiner des phares assez fins qui se prolongeront un peu à la manière des feux de Maserati par exemple, un peu sur le côté. Et je me rends compte que ça rend plutôt bien. Mais il va falloir que je leur donne un peu plus de personnalité, alors je les rends un peu plus courts. Mais c'est bizarre des feux qui se terminent aussi courts, alors je me dis que je peux leur donner une légère suite avec une petite entrée d'air par exemple qui viendrait ressortir juste ici. On pourrait se servir par exemple d'un pli dans le feu qu'on viendrait mettre juste ici pour faire continuer une sorte de baguette de chrome par exemple sur cette entrée d'air afin de la rendre un peu plus classe. Elle viendrait épouser parfaitement la ligne qui est juste ici et donc finalement créer une tendance assez harmonieuse à la voiture.
Je continue ensuite mon design de portière, maintenant que j'ai le dessin définitif de mon bas de caisse, et je viens effectivement modifier un peu la courbe de ma ligne de portière ici, afin de la faire concorder avec mon entrée d'air. Je peux d'ores et déjà commencer à effacer un peu les traits inutiles. Je cache une poignée de porte ici, très légère mais subtile, on la voit quand même. Et ensuite, il faut bien que l'air qui sort par ici rentre quelque part par là. Donc je vais essayer plusieurs designs d'entrée d'air. J'ai déjà fait un style un peu baguette de chrome sur l'entrée d'air juste en haut, je vais donc tenter de le reproduire juste ici. Un capot nervuré, c'est souvent un signe de sportivité, et pourquoi pas rajouter une légère nervure au centre de celui-ci, il est un peu plat au milieu, donc pourquoi pas. Faut faire attention tout de même à ne pas trop charger l'avant de notre voiture, qui pourra sinon paraître un peu trop lourd. Des légères lignes sur le côté pour la conforter, mais pas trop. Là par exemple, on voit que j'en ai fait une trop forte, et donc on aura vraiment l'impression d'avoir une nervure beaucoup trop relevée, ce qui n'est pas le but. Le but c'est pas d'avoir une lame sur le capot. J'adoucis également la chute de celle-ci au bout du capot, afin de faire comprendre qu'elle n'est pas si haute que ça. Une nervure sur le capot, ok, mais pourquoi pas essayer de la faire continuer sur le toit. Donc je prends sa position à peu près exacte ici. Il faut bien toujours faire attention évidemment avec la perspective, en prenant en compte qu'on voit beaucoup plus ici que là, parce que la voiture est en vue 3/4 avant. Une voiture sans rétroviseur n'est pas une voiture, du coup je lui dessine des rétroviseurs. Rétroviseurs plutôt fins, afin de lui donner un côté encore plus sportif. Et enfin, cet arrière n'est pas assez musclé comparé à l'avant de la voiture. Je le rends donc encore un peu plus musclé, et j'y ajoute un peu de volume au niveau de l'arrière. Je n'oublie pas ici que nous avons une tendance de splitter un peu à l'avant et sur le côté, et je fais donc un léger splitter ici dans le repli de l'aile. J'efface ensuite cette petite ligne qui n'a plus aucun intérêt puisque elle remonte tout simplement ici. Pourquoi pas faire un léger béquet à notre voiture. Ensuite vous pouvez faire un léger aperçu ou un aperçu complet, c'est vous qui choisissez, du tableau de bord de votre voiture. Personnellement je choisis de faire un aperçu assez léger mais qui laisse quand même distinguer à quoi ça ressemble à l'intérieur. On dessine ainsi de légers contreportes. Enfin on modifie cette roue qui est beaucoup trop fine et qui ressemble à une galette. Je fais de même avec la roue avant qui n'était là que pour montrer où allaient se situer les roues. On peut l'ajouter de légères stries dans un sens et dans l'autre. Très légères, juste on passe légèrement avec le crayon. Et vu la taille de ma calandre, là ça va prendre un peu plus de temps, donc je le fais un peu grossièrement. Et voilà, le dessin de base de ma voiture est terminé. Quand vous avez fait une voiture, vous pouvez décider de vous arrêter là. Ou vous pouvez décider d'aller plus loin et d'utiliser des feutres noirs afin de sublimer et de pouvoir sélectionner le trait qui est le plus direct et le plus sûr, afin de donner encore un peu plus de punch à votre voiture et de finaliser évidemment le tout. C'est une voiture qui a une personnalité à elle, même si on sent des éléments inspirés d'un peu partout. Par exemple, on peut voir du Maserati un peu ici, on peut voir un peu du Lexus, notamment sur la LFA ici. La nervure au milieu, c'est bien évidemment du Bugatti, et la grande calandre, ça peut être, dans ce sens-là, du moins ça peut être du Aston Martin, du Toyota, etc. Il y a vraiment de tout ici. Ça ressemble vraiment à ce que pourrait être soit une supercar italienne, soit une supercar japonaise. Ça marche dans les deux sens, c'est vraiment pas mal du tout. En revanche, c'est bien trop rond à mon sens pour être une supercar allemande. Personnellement, je vais choisir de vous montrer tout ce qui est possible et je vais donc partir avec un feutre noir. Je vais choisir soit en small, soit en fine, donc pour avoir un peu une épaisseur assez fine, afin de pouvoir vraiment sélectionner mon trait. Dès que vous souhaiterez par exemple faire des traits beaucoup plus épais, vous pourrez évidemment utiliser le medium ou le big de la boîte. En tout cas, si vous avez un pack complet. Il existe également des packs encore plus fournis avec jusqu'à 6 ou 8 types d'épaisseur, mais pour moi 4 ça suffit amplement, sachant surtout que je vais utiliser souvent les plus fins. Je pense que je vais partir personnellement sur le small, donc le 0,3 d'épaisseur, et c'est parti. Je vous fais ça en timelapse. Une fois que vous avez tout passé en noir, vous pouvez vous amuser à rajouter des petits traits à certains endroits afin de faire ressortir plus en plus les reflets et les différentes formes de la voiture. Je l'ai déjà fait un peu partout, mais vous pouvez par exemple en rajouter un peu ici, etc. Mais faites attention à pas trop en faire.
également un gros défi, c'est de faire les roues. Les roues, c'est souvent quelque chose d'assez difficile, c'est certes deux cercles, mais après il faut faire les jantes à l'intérieur. Moi je vais pas les faire parce que voilà, c'est laborieux, hein. Je ne sais pas les faire, voilà. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas. Moi, ça fait des années que je ne sais pas faire les jantes, c'est une catastrophe. J'y arrive de temps en temps, mais là, parfois pas du tout. Voilà, c'est fini pour le noir. Alors attendez, j'ai oublié de lui faire son petit regard là. Mais voilà, donc c'est fini pour le noir. Maintenant, vous pouvez gommer et passer à la couleur. Personnellement, je vais garder juste les traits que j'ai fait au niveau de la calandre. Petite remarque, si jamais vous avez un stylo qui bave, attendez bien que ça sèche parce que vous pourriez être surpris après. Ensuite vient la décision fatidique de est-ce que on le laisse blanc, dans ce cas-là on s'arrête là, on fait les jantes mais on s'arrête là. Est-ce que je le laisse blanc mais est-ce que je fais les ombres, donc je colorie les pneus en noir, etc. Les ombres au niveau de la carrosserie, sous la voiture, ou est-ce que je vais carrément à la couleur? Et moi donc aujourd'hui j'ai dit que je vous montrais tout, sauf les jantes, donc je vais me mettre à la couleur. Je vais donc utiliser mon crayon graphite afin de faire les parties noires, etc. J'ai décidé que mon toit serait noir, mais c'est à vous de choisir encore une fois vos couleurs. Et également, vous n'êtes pas obligé, comme je l'ai dit, d'utiliser un crayon graphite. L'avantage du crayon graphite, c'est que vous pouvez appuyer plus ou moins afin de faire les différents reflets sur la voiture. Personnellement donc, j'appuie à certains endroits et pour pouvoir arriver à faire le reflet, il faut que vous imaginiez, même si c'est totalement faux, les reflets, juste pour qu'ils paraissent jolis, une sorte de source de lumière, on ne sait pas trop d'où elle viendrait, et du coup avec celle-ci, vous pouvez imaginer des sortes d'ombres et de lumière sur votre voiture. Même si celles-ci sont incorrectes, c'est pas grave, ça permet de donner un peu de cachet au dessin. Je n'applique pas les ombres sur la carrosserie puisque je vais faire la couleur avant, les ombres ce sera donc après. Je me dis que ce genre de voiture ça passerait bien avec un peu de jaune. Je prends donc 3 crayons jaunes de couleurs et de nuances totalement différentes afin de pouvoir faire différentes couches. Ce que je fais moi personnellement, c'est que je prends le crayon du milieu, c'est-à-dire pas trop foncé, pas trop clair, et que je n'appuie pas fort dessus et que je passe toute la voiture et qu'ensuite je viens tricher avec un crayon plus foncé en fonçant les zones qui en ont besoin. J'ai fini ma couche tout à fait normale, je viens donc appliquer mon jaune beaucoup plus foncé sur les zones qui le nécessitent dans ma tête, encore une fois avec l'ombre que je me suis faite. Il y a par contre parfois bien évidemment des endroits logiques, par exemple sous un pli de carrosserie il y aura rarement de la lumière. Ainsi le pli de ma carrosserie étant très marqué ici, je fonce beaucoup plus. Et c'est absolument logique que ce soit foncé à cet endroit-là. Ici, pareil, c'est une entrée d'air, donc il y a rarement de la lumière dedans, donc on vient foncer à cet endroit-là. Et vous voyez que ça commence à prendre forme à certains endroits déjà. Ici, ce sera plus foncé que là-bas, etc. Faire les reflets et les ombres, ça permet aussi de renforcer les galbes de la voiture. Je viens par la suite nuancer donc avec ces couleurs beaucoup plus foncées au niveau de ma carrosserie. Je vais donc de plus en plus clair jusqu'aux endroits les plus foncés où je fonce évidemment avec ce crayon. Voilà, je vais pas m'acharner plus sur cette couleur, ça donne déjà un peu l'effet escompté, mais je vais quand même aller chercher un crayon blanc tout simplement. Alors ça, vous pouvez vous dire mais le crayon blanc, je n'ai jamais compris à quoi il servait. Eh bien, il sert exactement à ça. Vous allez passer sur des endroits qui sont censés être beaucoup plus clairs et les éclaircir légèrement encore un peu, lisser la couleur, etc. avec le crayon blanc. C'est très léger, mais ça peut faire la différence. Par contre, le crayon blanc, c'est un crayon avec lequel il faut pas mal appuyer. Enfin, je reprends donc mon crayon graphite et je passe tout ce qui est censé être noir en noir. Par la suite, si vous êtes vraiment déterminé, vous pouvez finir par vous amuser à teinter les vitres. Pour teinter les vitres et faire les ombrages sous la voiture, il va falloir ensuite prendre quelque chose pour estomper. Pour estomper, rien de plus simple, vous mettez votre doigt dans un mouchoir et vous frottez, je vous montrerai tout à l'heure. Je viens prendre un bleu pour faire le haut de mon pare-brise, comme si c'était un pare-brise légèrement teinté.
ça existe et vous le verrez sur pas mal de voitures. Je vous ai dit donc, vous prenez un mouchoir, tout ce qu'il y a de plus normal, vous mettez n'importe quel doigt dedans, celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, et vous frottez. Voilà. Et la magie s'opère, vous allez estomper. Vous pouvez dépasser vraiment, alors non pas sur la carrosserie, mais par exemple là sur mon pare-brise, je peux dépasser sur les parties extérieures, ce n'est pas gênant, pour la simple et bonne raison que, en fait, par la suite, vous pourrez gommer, tout simplement, parce que c'est un crayon graphite, c'est donc la même matière qu'un crayon à papier. Vous pouvez donc prendre votre gomme, et hop, tada, ça a disparu. Également enlever les petites erreurs de coloriage ici. On n'oublie pas, comme tout artiste, de signer son dessin. Et voilà, vous avez votre dessin presque terminé. J'ai bien dit presque parce que je n'ai pas fait les jantes. Mais voilà, donc c'est à peu près comme ça qu'on dessine une voiture selon mes expériences et ma façon de faire. Petit à petit, vous évoluerez et vous arriverez à dessiner totalement peut-être différemment, qui sait, mais il y a plusieurs étapes que je vous ai pu vous montrer aujourd'hui, j'espère que ça vous aura été utile. Certaines étapes d'ailleurs sont utiles pour se rendre compte de choses, par exemple ici vous vous souvenez que j'avais dit que c'était une entrée d'air et qu'ici ce serait une simple ligne de chrome, et bien j'ai changé d'avis en repassant au noir, je me suis dit que ça pouvait être la continuité simplement d'un feu de jour ici, et que ici ça pouvait être par exemple le clignotant, je n'en sais rien, ou un autre feu de jour, qui sait, voilà, donc ça permet de se rendre compte de pas mal de choses, puis c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, à part vous dire d'aller me suivre sur mon Instagram et de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Également, si jamais cette vidéo vous a aidé, ou si jamais vous avez des suggestions, etc., vous pouvez les partager en commentaire et également mettre un petit pouce bleu. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, ciao.